Et si je puis me permettre, s'il y a bien un domaine qui est symbolique de cet échec, de cette folie, de ces dérives et de ces incohérences, c'est bien la pêche, puisque c'était le sujet de mon déplacement de ce matin. Je veux dire, depuis 20 ans, la pêche française est prise entre le marteau de la libéralisation des marchés et de la mondialisation sauvage imposée par les accords de libre-échange signés par la Commission, et l'enclume de normes toujours plus contraignantes, dictées par cette même Commission, et au passage d'ailleurs de l'augmentation du carburant, qui entraîne bien sûr pour les pêcheurs une augmentation du fonctionnement. Alors libéralisé depuis 1973 avec une baisse progressive des aides et des barrières douanières, le marché est très défavorable aux pêcheurs français. Les récentes tempêtes montrent très bien d'ailleurs les menaces que ces dérégulations font peser sur leur avenir. Durant l'hiver, vous le savez, vous en avez été témoin, les bateaux sont très peu sortis du fait de la météo, et leur pêche a été partiellement remplacée sur les étals par des produits d'importation. Le problème, c'est que quand la météo s'améliore, les pêcheurs n'ont pas profité du retour à la normale sur un grand nombre d'espèces. Les cours se sont effondrés parce que le poisson disponible, c'est-à-dire pêche française plus importation, était supérieur à la demande. Le refus du patriotisme économique a à l'évidence des conséquences très graves. Le refus d'un protectionnisme intelligent en a également. La Commission continue d'ailleurs à vouloir imposer de nouveaux traités commerciaux. Le dernier en date, qui pour l'instant a été bloqué par le Parlement, mais on sait très bien que quand on bloque quelque chose au Parlement, ils ne cessent d'y revenir dans le cadre de leur fameux compromis dont ils parlent en permanence, c'est le thon en boîte thaïlandais. Ça ne les dérange pas que le pays soit accusé d'avoir recours au travail forcé et de piller les ressources de manière illégale. Les normes, c'est bon pour nous, mais c'est pas bon pour les pays qui importent chez nous. L'Union européenne est le premier importateur mondial de produits de la pêche. C'est quand même inouï quand on voit la manière dont notre propre pêche française n'a eu de cesse de se contracter avec toute une série de dispositifs que vous connaissez, les aides à la casse, on a cassé les bateaux, tout ça pour susciter de l'importation. Mais quel est l'intérêt? On crée des chômeurs, on perd notre indépendance alimentaire, on perd au passage notre sécurité alimentaire, parce que je vous enjoins d'aller dans certains pays voir comment, comme le disaient ce matin nos pêcheurs, sont nourris les poissons qui sont importés chez nous. Je veux dire, quand c'est pas de la merde qui leur est donnée à manger, au sens propre du terme, ce sont les poubelles. Voilà, bon, c'est ça que nous importons et que nous faisons manger à nous et au passage à nos enfants. Donc c'est vraiment Ubur roi, en l'occurrence. La Chine, qui évidemment ne respecte aussi aucune règle ni environnementale ni sanitaire, déclare pêcher, je vous le dis au passage quand même pour information, 300 000 tonnes par an. En fait, elle débarque 6 millions de tonnes. Mais qui va vérifier? Les technocrates de Bruxelles vont aller vérifier? Non, ils sont trop occupés probablement à persécuter les marins pêcheurs français qui, eux, s'ils se sont déplacés d'1 kilomètre ou s'ils ont un poisson en trop, se voient immédiatement sanctionnés par des fonctionnaires français qui sont les plus virulents peut-être et les plus aptes à faire respecter à la ligne les contraintes européennes. Les quotas, fondement de la politique commune de la pêche, sont fixés chaque année par zone de pêche, calculés sur des zones trop vastes et selon des méthodes scientifiques qui sont éminemment contestables. Ils ne reflètent pas l'état réel des stocks. Sous prétexte d'une diminution des effectifs des espèces de raies, par exemple, on en parlait aussi ce matin, la Commission a imposé un moratoire, alors même que certaines espèces se portent très bien sur nos côtes de l'Atlantique et de la Manche. C'est le cas en l'occurrence de la raie dont parlaient ce matin les pêcheurs. Ça fait 5 ans que ça dure la plaisanterie. Il y en a à plus savoir qu'en faire. Ils en rejettent des kilos et des kilos chaque jour, mais ça n'a pas bougé. Il y a quand même un manque de rigueur scientifique de la Commission qui est aggravé évidemment par la pression constante d'ONG, comme Bloom, les Américains,
qui mène une bataille acharnée contre le chalutage en eau profonde, mais en revanche ne fait rien contre les pays pilleurs des océans. Des pays partenaires comme la Norvège et l'Islande qui pêchent les mêmes stocks de poissons que certains de nos équipages, qui prennent régulièrement des libertés quant aux quotas qu'ils sont censés appliquer dans les accords qui nous lient à l'Union européenne sans que personne là encore ne vérifie quoi que ce soit. Et puis une injustice supplémentaire à la Commission qui nous oblige, nous, à être exemplaires. Comme je disais tout à l'heure, ils sont surveillés bien mieux que des délinquants. Il faut vous dire que si on surveillait les délinquants et les criminels comme on surveille les marins pêcheurs, on n'aurait pas de problème de sécurité en France. Bon, voilà, ça c'est au moins une certitude. D'ailleurs, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on considère que l'Ifremer n'aurait pas les capacités de fixer de manière beaucoup plus pertinente les quotas et la saisonnalité en fonction des zones de pêche et de l'état des stocks. Alors maintenant, ils ont inventé une nouvelle chose. À partir de cette année, les organisations professionnelles, donc qui réunissent les patrons pêcheurs et les armateurs, devront planifier à l'avance l'utilisation de leurs quotas. C'est facile ça, dans la pêche. Il faut avoir, à mon avis, jamais vu ni un poisson ni un bateau pour réussir quand même à imposer une norme telle que celle-là. On sait très bien que c'est une aberration parce que les aléas climatiques influent énormément sur la pêche, autant évidemment que sur les poissons qui sont recherchés. Donc prévoir un an à l'avance comment ça va se passer, à mon avis, à part Merlin l'Enchanteur ou Madame Irma, je ne vois pas bien comment ça peut fonctionner. Alors, ça ne suffit pas, tout cela, donc il y a des nouvelles normes qui interviennent régulièrement, hein, le zéro rejet, ça aussi c'est sorti de la tête d'un bon technocrate européen. Alors ça a été un petit peu assoupli par le Parlement européen, et il impose de garder à bord les poissons non exploitables. Et alors que, évidemment, vous l'avez vu, d'ailleurs il suffit de regarder les bateaux ne sont pas adaptés pour avoir un espace pour pouvoir stocker les déchets. Et puis la vidéosurveillance, parce qu'on en est là, hein, l'espèce de bracelet électronique des marins pêcheurs, c'est déjà le cas, puisque on leur impose, comme vous le savez, au quotidien, heure par heure quasiment, de remplir des formulaires électroniques. Mais maintenant, il y aura la vidéosurveillance pour justement respecter le zéro rejet. Elle reste d'actualité, hein, puisqu'elle est en cours de test là, sur des bateaux danois. Le carnet à points, hein, en vigueur depuis le 24 janvier, le nouveau permis pour la pêche qui entraîne l'attribution de points au capitaine de pêche en fonction des infractions verbalisées. Les points sont cumulatifs. Le bateau est arrêté à quai pendant 2 mois à partir de 18 points. La licence de pêche est définitivement suspendue à partir de 90 points. La pesée à bord, on en a parlé encore ce matin. Donc la pesée doit être intégralement faite, effectuée avant le retour au port. Tout écart, même minime, un poisson est susceptible d'être verbalisé, et notamment verbalisé par un retrait, en l'occurrence, de points. Le livret de bord électronique, celui qui a entraîné déjà un certain nombre de risques majeurs d'accidents. C'est-à-dire qu'il faudrait une secrétaire, maintenant, sur les bateaux, pour remplir au quotidien les informations relevées hein, à la durée de pêche, avant le retour au port. Il y a un patron pêcheur qui, dans le journal Le Marin, expliquait comment il avait failli se prendre la jetée. Parce qu'il était tellement occupé à remplir son carnet de bord, tellement peur de se tromper de quelques kilos, que quand il a relevé la tête, il était à 1 mètre de la jetée. Et des cas comme ça d'accidents qui ont été évités à très peu de choses près se multiplient, ces témoignages se multiplient. Il faut arrêter cela. Voilà. Il faut s'opposer maintenant de la manière la plus ferme qui soit à cette folie de l'Union européenne. Il faut que les pêcheurs prennent leur destin en main, qu'ils aillent voter massivement. Eux, tous ceux qui dépendent de cette activité, leurs familles, leurs amis, tous les Français qui sont attachés d'abord au bon sens, deuxièmement à la défense des intérêts de la France, à la défense de notre aussi indépendance alimentaire, ne peuvent pas se détourner les yeux de l'élection qui va arriver et qui est celle qui peut permettre de bloquer toutes les avancées néfastes, nuisibles
de l'Union européenne. Il est urgent de le faire, car évidemment la pêche française est considérée comme devant disparaître, et ça fait des années que ça dure, que l'on voit se multiplier ces normes, ces contraintes, dont l'objectif est d'inciter les jeunes à se détourner de cette activité de la pêche, d'inciter les futures générations à se détourner de cette activité de la pêche. Ils y arrivent d'ailleurs, il faut bien le dire, assez bien, car les pêcheurs vivent de moins en moins bien. Or, leurs conditions sont de plus en plus difficiles et aux intempéries, aux aléas de la pêche, on rajoute la contrainte technocratique qui est peut-être la pire, puisque la plus injuste et la plus insupportable dans ce secteur d'activité. Alors, j'entends, moi, les dirigeants nationaux, l'UMP, le PS, régulièrement, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, ils sont ensemble ou séparément, à venir à chaque élection nous dire « Ah, vous allez voir ce que vous allez voir, hein, nous, on va taper du poing sur la table, on va défendre la pêche à l'Europe, etc. » Rien, ils ne font rien. Ils arrivent pour négocier à plat ventre, ce qui n'est pas la meilleure position pour négocier. Et comme ils sont à plat ventre, il est assez facile pour les structures européennes de leur marcher sur la tête. Et c'est ce qui se passe depuis des années. Et d'ailleurs, qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils négocient pour défendre les pêcheurs français, puisque on sait bien que le 11 février dernier, M. Cuvillier, ministre des Transports et de la Pêche, a fait officier du mérite maritime la commissaire européenne, Madame Damanaki, c'est-à-dire celle qui est la responsable de la persécution des pêcheurs français. C'est donc bien que ce que je dis depuis des années est vrai. Certes, c'est l'Union européenne qui impose les normes, mais c'est grâce à la collaboration de nos dirigeants UMPS que ces normes sont appliquées avec autant de dureté et de fermeté à nos pêcheurs français. Rien ne pourrait se faire et aucune de ces normes ne pourrait voir le jour si nos dirigeants UMP et PS ne faisaient pas servilement le travail que l'Union européenne leur demande de faire, à savoir faire disparaître la pêche française. Cette remise de médaille est un symbole, mais c'est un symbole tellement révélateur, encore une fois, de cette collaboration entre les dirigeants français et les technocrates de l'Union européenne, qu'elle en devient presque une révélation, je crois, pour tous ceux qui avaient encore des doutes sur les multiples promesses qui ont été faites à chaque élection européenne, d'ailleurs, l'Europe sociale, l'Europe qui protège, vous allez voir ce que vous allez voir, on va changer l'Europe, on va transformer l'Europe. Eh bien, de transformation, point, d'aggravation, oui, d'année en année, l'Union européenne s'aggrave dans ses conséquences. La France doit donc retrouver sa liberté, la France doit réapprendre à dire non, elle l'a dit une fois, le peuple français, en 2005, a dit non. Qu'ont fait les députés, sénateurs, UMP, PS, Verts, Modem, UDI, main dans la main? Eh bien, ils ont dit oui à la place du peuple français dans le cadre d'une forfaiture inouïe. Il y a des élections qui vont se dérouler dans 20 jours, les Français doivent à nouveau dire non, mais ils doivent le dire. Ils doivent le dire. Parce qu'on n'exprime pas son opposition à l'Union européenne en restant faire la grasse matinée le dimanche de l'élection. Parce que ça consiste à renforcer ceux qui sont des eurogagas, des eurobéas, même des eurogagas pour certains. Il faut aller voter. Voilà. Quand on est contre l'Union européenne, on vote contre l'Union européenne. Et quand on vote contre l'Union européenne, on vote Front National. Voilà le message clair, simple mais clair, que nous portons dans cette élection européenne. L'Union européenne détruit, la nation protège. Voilà, mesdames et messieurs, je suis à votre disposition, bien entendu, pour répondre à vos questions.
Vous insistez beaucoup en effet depuis quelques jours sur le fait qu'il faut aller voter le 25 mai. Est-ce que là on est à 15 jours, 2 semaines et demie de l'élection? Est-ce que votre inquiétude est vraiment grandissante concernant l'abstention? Non, je n'ai pas une inquiétude grandissante, mais je sais pertinemment, parce que c'est le cas depuis des années, qu'une partie de l'électorat eurosceptique, en général, s'abstient. Parce qu'ils se disent, oui, de toute façon, moi je suis contre l'Union européenne, donc je ne vais pas aller voter aux élections européennes. Sauf que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Quand on est contre l'Union européenne, si on ne le dit pas, eh bien, on a des majorités PPE ou PSE qui sont les géniteurs de cette Union européenne-là. Parce que l'Union européenne dont nous souffrons aujourd'hui, excusez-moi, c'est l'ideuse créature du mariage maman UMP, papa PS. Hein. C'est rien d'autre que ça. Bon, et quand on est contre, il faut donc aller le dire, il faut donc aller voter. Donc effectivement, je m'évertue à expliquer cela partout où je vais, d'autant que j'entends une petite musique que je considère comme pas tout à fait anodine sur certains plateaux de télévision, de la part de certains experts ou journalistes qui disent mais c'est étonnant quand on est contre l'Union européenne, pourquoi aller voter? Quasiment dans une véritable incitation à l'abstention. Donc moi je fais exactement l'inverse, j'incite à aller voter parce que le seul moyen de se défendre, c'est d'avoir des défenseurs au Parlement européen. Si l'abstention est forte, c'est pas forcément bon pour vous? Non, mais l'abstention n'a jamais été bonne pour le Front National. Jamais. Je veux dire, quelle que soit l'élection, l'abstention n'est pas bonne pour le Front National. Nous le savons très bien. C'est une évidence, ça. Bon, c'est pas une nouveauté. L'abstention, elle bénéficie au parti du système. Et c'est d'ailleurs pour cela que ça ne les gêne pas tant que ça. Une voix, un bulletin qui n'est pas mis dans l'urne, c'est une demi-voix pour l'UMP, une demi-voix pour le PS. Voilà, c'est clair. Il y a 5 ans, vous aviez fait 10%. Aujourd'hui, vous êtes presque en position de favori. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? C'est une position inhabituelle pour vous? Oui, c'est vrai que c'est une position inhabituelle, mais je crois que c'est le début de quelque chose de bien plus profond. Je veux dire, c'est le début du retour du peuple français. Voilà. Il n'y a pas qu'une élection prise individuellement. Je crois que les peuples européens, de manière générale, et le peuple français en particulier, est en train de comprendre qu'il se doit de reprendre son destin en main. Donc hier, c'était les élections municipales, demain, ce seront les élections européennes. C'est aussi un cri d'espérance qui sera lancé lors de ces élections européennes. Nous voulons retrouver notre souveraineté. Nous voulons arrêter d'être trahis par nos élites, comme ça a été le cas en 2008. Nous voulons décider de notre monnaie, de notre budget, de notre politique d'immigration, de nos lois. Nous ne voulons pas être sous la coupe de l'Union européenne, sous la coupe de ce carcan de technocrates. Nous n'en voulons plus. Ils n'en veulent plus. Voilà. Et encore faut-il leur poser la question, ce qui n'est jamais le cas. Et quand on leur pose la question, on trahit leur parole. Donc je pense que cette élection européenne, dont je l'ai dit, notre objectif est de la terminer en tête au niveau national, pas seulement dans cette grande circonscription. Sur les 74 députés européens qui vont être élus, vous espérez... Moi j'espère entre 15 et 20 députés. Voilà, nous en avons 3 actuellement. Nous avons fait 6,5 au niveau national il y a 5 ans, 10,5 dans cette circonscription. Je pense que nous pouvons tripler nos scores. D'autant que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'UMP et le PS sont pour le moins soit discrets, soit incohérents sur leur positionnement à l'égard de l'Union européenne. Hein. Parce que c'est quoi la position de l'UMP? C'est quoi la position du PS à part se planquer derrière Martin Schulz pour faire campagne? Je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? À part nous répéter les mêmes slogans depuis 30 ans. Demain, l'Europe sociale. Et je leur ai montré, moi. En 79, déjà, ils disaient la même chose. Demain, l'Europe sociale. Je veux dire, demain, on va le gratis. Quoi. Sauf que l'Europe sociale, personne ne la voit. Hein. Ce qu'on voit, c'est l'Europe des banquiers, l'Europe des grandes institutions financières, l'Europe qui tue les indépendants au bénéfice
des grandes structures multinationales. C'est ça que l'on voit au quotidien. L'Europe sociale, demain l'Europe sociale, non, demain la Grèce. Et quand on voit que le Parti socialiste n'arrive même pas à trouver la voie avec un E, et la voie avec un X, pour dénoncer ce qui est en train de se passer en Grèce, je veux dire, comment est-ce qu'ils peuvent encore s'appeler Parti socialiste? Parti East, ouais, mais social, c'est plus possible. Regardez la Grèce. Qui dénonce la situation que vive le peuple grec? Quel est le dirigeant socialiste qui a élevé la voix pour dire ce que vivent les Grecs est insoutenable? 50% d'augmentation de la mortalité infantile. Je veux dire, on n'a pas vu ça dans les pays développés depuis le Moyen-Âge, quoi. Doublement du taux de suicide, 60% de chômage chez les jeunes, 30% de chômage dans la population. Ils en sont, les Grecs, à garder les bébés quand les femmes qui vont accoucher dans la maternité n'ont pas les moyens de payer. Ils gardent le bébé tant que elle n'a pas payé, tant que la jeune mère n'a pas payé la facture de son accouchement. Non mais on vit où? Et il n'y a pas un socialiste pour dire que ça c'est insoutenable. Non, ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec cette politique menée. Et c'est une véritable honte. Je veux dire, ils ont tout abandonné. Même toute notion, toute vision de l'homme pour accepter une chose pareille. Mais ils se félicitent. Ils disent, regardez, on prépare le 3e plan d'aide à la Grèce. Mais ce n'est pas le plan d'aide à la Grèce. C'est le plan d'aide aux banques. Parce que sur le 3e plan d'aide à la Grèce qu'ils sont en train de préparer, alors que le premier, il nous avait dit que ça allait, c'était fini, c'était bon, on allait les sauver. Le deuxième, c'est bon, c'est fini, on allait les sauver. 98% de ces sommes de ce 3e plan d'aide, ils iront aux banques et aux institutions financières. Le FMI va faire un prêt à la Grèce pour permettre de rembourser le FMI. Je veux dire, bon, non mais quand je vous dis qu'on marche sur la tête, je veux dire, on marche sur la tête. Et cette trahison de la gauche, objectivement, à l'égard du peuple français et à l'égard des peuples européens, cette trahison de la gauche, elle est massive. Elle ne peut plus se planquer maintenant. Tout le monde la voit. Maintenant, ils sont contents. Et ils nous disent, oui, mais regardez, il y a un excédent primaire de 0,8% en Grèce. Ah, c'est bien. Ça, c'est social, ça. D'abord, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est une manip totale de la Commission. Il n'y a pas 0,8% d'excédent primaire de la Grèce. Il y a 8,7% déficit. Voilà. Mais ils ont magouillé les chiffres. Ils ont calculé autrement. Là, voyons, pendant les élections européennes. Pendant les élections européennes, il y a beaucoup de gens qui changent d'avis pendant les élections européennes. Il y a beaucoup de gens qui disent l'inverse de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont dit pendant 5 ans, juste au moment de l'élection européenne. C'est pour ça que je dis, tous ceux qui changent d'avis 3 mois avant l'élection sont des fiefs et menteurs. Voilà. Parce que ce sont des propos qui sont purement électoralistes. Moi, ce que je vois, c'est la réalité de ce qu'ils ont voté. La réalité, c'est que le 2-pack, le 6-pack, c'est-à-dire la mise en place de la politique d'austérité en France sous la menace de sanctions financières de l'Union européenne, le PPE l'a voté, le PSE l'a voté. Ils ont tout voté. Ils ont voté tout ça, sans exception. Alors maintenant, il faut assumer. Voilà. Et là, vous parliez de 15 députés. Comment 15 députés peuvent changer les choses et inverser? Parce qu'on ne va pas être tout seul. Parce que le FPO va probablement arriver en tête en Autriche, parce que le PVV de Geert Wilders va probablement arriver en tête, parce que le UKIP va arriver en tête, même si on n'est pas dans le même groupe. Dans de nombreux cas, on vote la même chose, parce que nous pouvons, les eurosceptiques, de manière générale, peuvent constituer une minorité de blocage demain au Parlement européen. C'est combien le vote de blocage? C'est 3/5. 3/5. Voilà. Et donc, ça c'est quand même très important. D'ailleurs, vous dites à ce point que vous n'êtes pas comptable des positions des uns et des autres dans leur propre pays, du Nord, de Geert Wilders, tout ça. Mais est-ce que, globalement, ça risque pas de mettre un frein aux stratégies de normalisation et de dédiabolisation que vous avez entamées depuis une dizaine d'années, aujourd'hui de travailler à Bruxelles avec des partenaires qui, dans leur propre pays, peuvent tenir des propos parfois contestés? Mais monsieur, est-ce que vous posez cette question ouverte? Non, parce que eux, dans leur groupe au Parlement européen, il y a le NVA belge, M. Bart de Wever. Est-ce que vous posez la question à Mme Duflot? Est-ce que vous posez la question aux socialistes?
Parce que le président Non, mais du... vous n'avez pas peur de Non, prendre non, non, un mais risque laissez-moi pour votre terminer image? parce que ça va vous intéresser, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas au courant de ça. Parce que si vous êtes au courant, vous auriez dû leur poser la question. Le président du PSE, socialiste, bulgare, il gouverne avec Ataka en Bulgarie. Ataka, même moi, j'en voudrais pas dans mon groupe. D'accord? Bon. Ça, pour le coup, c'est l'extrême droite, la vraie. Et on demande aux socialistes si ça leur pose pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, les choses sont très claires. Il y a des mouvements dont je ne veux pas. Je l'ai dit clairement, je l'ai annoncé. Il y a des mouvements qui sont très proches du Front National avec leur spécificité nationale. Mais nous sommes des souverainistes. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. C'est exactement le sens de notre démarche. Chaque nation a le droit de se choisir soi-même sa politique. Donc si les Anglais veulent être plus libéraux que nous, ça ne me pose pas de problème, moi. Les Anglais font ce qu'ils veulent, ils défendent leurs intérêts, ils choisissent leur politique. Si un tel ou un tel est pour le mariage homosexuel, si M. Wilders est pour le mariage homosexuel, bah, si le peuple décide pour le mariage homosexuel, c'est son problème, il est libre de le faire. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, c'est le concept même, je veux dire, du souverainisme. Bon. Et chacun a le droit de défendre ses propres intérêts. Donc, effectivement, les positions des uns ou des autres n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est quelle vision nous avons de l'Union européenne. Or, nous avons une vision très proche de l'Union européenne. Nous, les mouvements dont j'espère qu'ils se réuniront autour du groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, beaucoup plus d'ailleurs que le PSE ou le PPE. Car regardez les votes du PSE et du PPE, vous apercevrez qu'il n'y a jamais de cohérence de groupe. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais encore une fois, moi, mon objectif à terme, vous le savez très bien, je l'ai dit, je l'ai annoncé, organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est clair. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je n'essaie pas d'inventer je ne sais quel tortillement pour expliquer que oui, l'Europe, oui mais non, non mais oui, mais à peu près. Non, moi je veux organiser un référendum en France. Oui ou non, doit-on sortir de l'Union européenne? Et pendant le temps qui nous séparera du référendum, j'irai voir l'Union européenne en disant, écoutez, voilà, moi il y a 4 choses qui ne sont pas négociables pour moi. Je veux ma souveraineté territoriale, je veux sortir de Schengen, je veux maîtriser ma politique d'immigration, je veux décider qui rentre chez moi et qui peut s'y maintenir selon mes critères à moi. Deuxièmement, je veux retrouver ma souveraineté monétaire. Je n'ai pas envie de voir mes usines, mes industries mourir parce que la monnaie est 30% plus chère, parce que c'est l'intérêt de l'Allemagne, ce n'est pas l'intérêt de la France. Deuxièmement, je veux retrouver ma souveraineté législative. Vous n'avez pas, vous, technocrates européens, à considérer que les directives que vous mettez en œuvre sont supérieures aux lois que vote la représentation nationale française. Voilà. La Constitution française est supérieure aux directives européennes, c'est pas l'inverse. Or, actuellement, c'est l'inverse. Et je veux retrouver ma souveraineté économique. Je veux pouvoir mettre en place les écluses aux frontières pour protéger mes produits français quand je vois qu'ils sont confrontés à une concurrence internationale déloyale. Je veux pouvoir empêcher le thon en boîte élevé à la merde de tel ou tel pays d'entrer sur le territoire français, parce que je considère que la sécurité sanitaire et l'intérêt du peuple, c'est justement d'être préservé de ce genre de choses. Et ça, c'est interdit par l'Union européenne. Je veux pouvoir mettre en place un patriotisme économique. Je veux pouvoir dire que l'argent public qui sort de la poche des contribuables français et qui sert à passer des marchés publics doit bénéficier aux entreprises françaises d'abord. Voilà. Qu'elles doivent avoir une priorité d'accès, comme le font tous les pays du monde. Les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Chine, etc. Ils font tous ça et nous n'aurions pas le droit de le faire. Je veux pouvoir le faire. 4 conditions. Si l'Union européenne me dit oui, alors on peut discuter à rester dans l'Union européenne. Si l'Union européenne dit non, alors j'irai voir les Français en leur disant l'Union européenne a dit non, donc je vous appelle à voter pour la sortie de l'Union européenne. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on négocie. C'est pas dans la reptation auquel on a assisté depuis 20 ans. Est-ce que tout est acheté? Oui. Je pense... Et pourtant, Non mais quand je dis tout est acheté... Par exemple, les OGM, l'interdiction de cultiver les OGM sur le territoire. Non mais d'accord, monsieur. Le problème, tout ce que l'Union européenne, tous les faits qui sont présentés comme étant positifs de l'Union européenne, nous pourrions le faire nous-mêmes.
Ça, c'est ça. Erasmus, Erasmus, merveilleux. Oui, enfin, d'accord. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, nations libres et souveraines, de nous échanger des étudiants dans le cadre d'accords de coopération entre pays? Rien ne nous interdit de le faire. Rien ne nous interdit de le faire. Sauf que dès que ça passe par l'Union européenne, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Bon, ça c'est une certitude. D'ailleurs, l'interdiction des OGM, j'attends de voir, moi. Non, parce que on voit bien que la Commission pousse quand même. Hein. Un exemple. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui va se passer dans l'accord de libre-échange avec les États-Unis? Au moment, c'est les négociations débutées, donc ça. Oui, bien sûr, mais il y a un mandat de négociation quand même. Oui. Vous croyez très sincèrement, est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé avec le Canada? Parce qu'il y a quand même un parallèle. On nous avait dit la même chose pour le Canada. On nous avait dit oui, mais vous inquiétez pas, on est en pleine négociation, etc. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, on a bien vu. Hein. Ce sont toutes les normes canadiennes qui s'imposent et toutes les normes européennes qui s'effondrent. Voilà, elle est là la réalité. La réalité, c'est que les États-Unis n'accepteront pas de signer un accord de libre-échange s'ils ne peuvent pas nous envoyer leur bœuf aux hormones, leur poulet lavé à l'eau de Javel, leur porc à je sais pas quoi, c'est quoi, la tracyclomide ou je sais pas quoi, enfin, moi, un truc épouvantable, et évidemment leurs OGM, évidemment. Bon, donc on voit bien que là c'est comme en matière sociale, c'est le moins 10 ans de normes protectrices qui gagnent toujours dans le cadre de ces accords de libre-échange. Alors, pour retourner la question, par rapport à votre venue ici ce matin, vous avez rencontré des pêcheurs, si vous sortiez de l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte aussi à d'autres dérives? Je veux dire, est-ce que tout le monde ne va pas se pointer dans les eaux territoriales françaises pour pêcher ce qu'ils veulent, même si c'est le cas? Mais évidemment, non mais attends. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement contre ça. Non mais c'est exactement contre ça qu'il faut lutter. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de lutter contre la concurrence déloyale qui est menée. Je veux dire, justement, retrouver la maîtrise nationale, quand je parle de la nation qui protège, c'est la nation qui se donne les moyens de cette protection. Bon, et puis, enfin, je veux dire, c'est un peu comme pour l'immigration, quoi. On nous a dit effondrez votre frontière, on va protéger les frontières de l'Union européenne, mais c'est une vaste plaisanterie. Personne ne surveille les frontières de l'Union européenne. C'est par Frontex avec ses 2 hélicoptères et ses 4 pelés et 3 tondus qui va protéger les frontières de l'Union européenne, d'autant qu'il y a un certain nombre de pays qui se moquent totalement de protéger leurs frontières. Puisque de toute façon, ils savent que les étrangers qui rentrent chez eux n'y restent pas. Il y a quand même des pays cibles dans l'Union européenne de l'immigration clandestine. Même les Italiens, hein, je veux dire, je suis allé à Lampedusa, je suis allé sur place. Hein. Ils disent oui, bon, bah d'accord, ok, mais nous, on s'en moque un peu, ils ne restent pas chez nous, ils vont en France. Bon. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous savez, c'est le bon sens paysan. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il ne faut pas demander aux autres de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes. Voilà. Donc, moi, j'ai confiance en nous. Et pour protéger nos pêcheurs, j'ai confiance dans la France. Je n'ai pas confiance dans les technocrates de Bruxelles. D'autant que, si vous voyez les conflits d'intérêts, les pouvoirs des lobbies à Bruxelles, mais c'est devenu un film d'horreur. C'est devenu un film d'horreur. Ouais, il faut faire contre ça, contre tous ces lobbies qui retrouver la maîtrise de notre politique nationale. L'Union européenne est une expérience qui a raté. Voilà, c'est clair. C'est une expérience qui a raté. Et c'est si vrai d'ailleurs que les types, au bout de 30 ans, ils continuent à vous parler du rêve européen. Mais il faut arrêter de rêver, quoi. Voilà, c'est un cauchemar. Ça a raté. Les apprentis sorciers, et Mme Goulard l'a dit dans un débat avec Florian Philippot. Florian Philippot dit mais vous faites des expériences? Elle dit oui, l'Union européenne est une expérience. Non, mais on n'est pas des rats de laboratoire quand même. Ils ont fait une expérience, ben, ça a raté, voilà. Ben, quand ça rate, on arrête. On ne persévère pas dans l'expérience. C'est comme l'euro, ça a raté, ben, ça n'a pas marché. Bon, ben, c'est pas grave, hein, c'est une parenthèse dans l'histoire de France, ça aura duré 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans, on ferme la parenthèse, et on revient à ce qu'on a connu depuis des siècles et des siècles, et ce qu'ont 95% des pays du monde, une monnaie nationale avec laquelle ils s'en sortent très bien, même s'ils sont plus petits, même s'ils sont moins nombreux, même s'ils sont ceci ou plus gros,
Tout le monde s'en sort mieux avec une monnaie nationale. Voilà, mesdames et messieurs. Ben, écoutez, merci de votre présence pour des sujets aussi importants